Alors, juste, donc, on voit que ce parcours de... Voilà, il y a une volonté d'améliorer ce parcours de soins. Dans ce parcours de soins, il y a cette fameuse transition puis transfert. Professeur Navarro, pour que le transfert se fasse au mieux, on a vu tout à l'heure les prérequis, vous en avez parlé, ce que vous attendez finalement des équipes pédiatriques, mais les parents, qu'est-ce que vous attendez d'eux à ce moment-là, au moment du transfert? Donc, première chose importante aussi, c'est de comprendre que là, il y a tout un travail qui est quand même mené pour fluidifier cette transition et qu'il fut un temps où rien n'était organisé, c'était la catastrophe. Donc je trouve effectivement que les délais qu'on a de transition entre nos deux équipes étaient longs, mais j'ai malheureusement des situations catastrophiques de patients qui étaient pris en charge dans des structures pédiatriques et ont mis des années avant de trouver un autre finalement service pour les accueillir. Et c'était finalement les parents et l'enfant qui d'eux-mêmes ont cherché des centres en fait. Voilà. Donc déjà ce qu'on peut dire c'est qu'il y a cet effort, on a tous pris conscience, les pédiatres et les adultes, de structurer. Donc maintenant effectivement ce qu'on a fait c'est aussi discuter entre nous. Et donc on a le plaisir, nous, de travailler avec l'équipe de Robert Debré. Et donc, voyant que ça pouvait être difficile, on s'est réunis et on s'est fait une checklist des éléments cliniques d'informations qu'on voulait s'échanger. Et puis, on a été plus loin, on s'est fait même un protocole de comment on allait gérer effectivement cette transition, le fait que ça devait être évoqué par les familles, avec les familles au début, puis après effectivement qu'on devait nous voir si c'était recevable, parce que malheureusement là aussi il y a cette difficulté que 100% des patients qui sont suivis à Robert Debré dans le service de Stéphane, on ne peut pas accueillir les 100%, donc on a aussi choisi selon la gravité et selon les circonstances. Voilà, et donc maintenant on a ce document mais qui est propre à notre organisation, après qu'on peut diffuser. On a également, nous, en interne, dans notre service à la Salpêtrière, justement pour faire face à des situations où l'équipe de pédiatrie, on ne les connaît pas trop bien, on n'a pas de protocole avec eux, et donc on a, nous, régulièrement des familles qui nous contactent en direct. Ouais, et là, on a dû faire une sorte de réponse en mettant tous les critères qu'on voulait, qui était effectivement une question d'âge. Donc nous, on dit que quand ils sont vraiment trop jeunes, on ne peut pas les accueillir. Qu'effectivement, il y a une proximité géographique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est, même s'il était suivi à Robert Debré, mais il vit à Marseille, on va lui dire allez voir le centre de Marseille. Puis, donc, on va nous demander toute une série de documents, parce qu'on ne veut pas partir de zéro, en fait. Et effectivement, c'est de récupérer toutes ces informations, de prévenir les familles qu'on aura besoin de ça pour que la transition se fasse. Donc les familles, vous les informez aussi de ce qu'il va falloir donner comme document ou pas? Ou ça se passe vraiment entre vos services? Je pense qu'il y a vraiment une histoire. Ce que je voudrais préciser, c'est qu'il n'y a aucun prérequis en attente de la famille. Les patients sont des patients, les familles sont des familles, et c'est pas vous devez être comme ci, comme ça et de savoir ça sur l'épilepsie. Mes collègues de neurologie adulte, ils prennent les familles comme elles sont. Et quelles que soient les équipes, ce que je veux dire par là, pendant très longtemps, ils recevaient des adolescents qui n'avaient jamais entendu parler de sexe, de contraception, d'alcool, de métier, etc. Parce que la pédiatrie s'arrête à 10 ans et dès qu'il y a 3 poils, c'est plus pédiatrique. J'exagère, mais ça a longtemps été comme ça quand même. Et ils ont fait pendant des années la transition. Donc il n'y a aucun prérequis qui est un prérequis de comment est la famille, dans quel niveau de parcours de soins, d'acceptabilité de la transition, de période stable ou instable de la maladie. Il n'y a aucun prérequis de ce niveau. Le prérequis, c'est recevoir une famille et un patient et avoir zéro information. C'est quoi votre épilepsie? Bon, depuis combien de temps vous prenez des antiépileptiques? Est-ce que vous avez l'historique de tous les antiépileptiques? Ça, c'est pas possible pour une famille, à moins d'avoir un dossier avec un classeur, parce qu'on est toujours très bien rangé dans sa vie, mais tout le monde n'est pas toujours comme ça. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est il est de la responsabilité des équipes de soins, puisque nous, on a la trace, de transférer. Ça fait gagner du temps. Voilà, c'est ça le prérequis. Le prérequis, c'est si on a fait une IRM il y a 2 ans, pourquoi la refaire? Enfin, ça sert à rien.
etc. Donc, mais ce prérequis, c'est que des histoires, entre guillemets, assez administratives. Entre deux services. Ok, mais ça, ce que vous décrivez là, puisque vous travaillez finalement, vous, est-ce que c'est la norme? Ou est-ce qu'on est en train de nous montrer une exception? Je pense que le processus est en train de se mettre en place. Nous, on fait des transitions aussi avec d'autres équipes que la Salpêtrière. On n'est pas toujours fidèles. Non, mais en même temps, c'est ce que disait Vincent. Ils ne peuvent pas accueillir tous les patients. Donc on travaille aussi. On essaye d'avoir à peu près les mêmes processus, mais on a aussi des processus qui peuvent être aussi parfois un petit peu différents. Il se trouve que Marine et Marion ont travaillé ensemble aussi, donc d'avoir des IPA de 2 services différents, ça fluidifie les choses. Voilà. Je pense que voilà, il n'y a pas un modèle, c'est-à-dire d'écrire dans le marbre, c'est comme ça la transition et c'est comme ça le transfert, c'est une erreur parce qu'il y a des dynamiques humaines. Je pense qu'il y a des choses qui sont des juges de paix, et je peux revenir sur le juge de paix, c'est se retrouver aux urgences pour la première fois à 18 ans dans un service de neurologie adulte et pas en pédiatrie, c'est le juge de paix. C'est ce qu'il faut toujours éviter de faire. Mais en même temps, il y a des dynamiques humaines. Et des dynamiques humaines, elles existent aussi dans le soin. Et il faut les organiser, c'est ça les dynamiques. C'est pas que comme ça. On peut aussi se retrouver piégé, même si on a parfaitement conscience. J'ai parfaitement conscience que mes patients arrivent à 18 ans, et d'où la boutade qui a été citée. Je dis très souvent aux grands ados, 16 ans, 17 ans, oulala, t'es presque périmé. C'est un peu choquant, mais ça permet d'aborder le truc en disant voilà, le permis de conduire, l'orientation professionnelle et le transfert également. Parce qu'en fait, il y a quand même une affectivité qui se met en place à un certain niveau, puisqu'on reste soignant et ça reste nos patients. Et on peut aussi se faire piéger. Et on est dans un bon exemple. On avait eu une grande accalmie. Et quand il y a une grande accalmie et puis que les choses se mettent, on dit on va juste faire 3 ajustements. Et voilà, et on peut se retrouver comme ça. Donc, encore une fois, il faut respecter les dynamiques humaines aussi. On ne peut pas non plus, c'est 18 ans, c'est fini, vous allez comme ça. Oui, bien sûr. Oui. Mais c'est pour ça, ce que je veux dire, c'est il n'y a pas de règles immuables. Il y a des process. Oui, mais c'est ça. Il y a des choses importantes. Mais il faut organiser un petit peu pour fluidifier le parcours. Ne pas organiser, c'est rajouter des difficultés. C'est ce qui était auparavant et ce que vous décriviez qui était préjudiciable. Et puis après, pour dire les choses aussi concrètement, quand les familles et les patients sont actifs parce que ça va pas et c'est compliqué, et qu'ils sont eux-mêmes acteurs de leur santé, ça se passe bien, mais il y a aussi beaucoup de familles qui ne sont pas acteurs dans leur santé parce qu'ils ne sont pas en capacité, parce qu'ils ont plein d'autres problématiques, et ils restent perdus, je veux dire, sans aucune ressource et pris en charge par aucune équipe. Ça existe. Okay. Alors, juste vous évoquiez le permis de conduire, la vie sexuelle, tout ça. Bon, comment... Alors, vous disiez, il y en a certains qui débarquaient en adulte et qui avaient... voilà, ils n'avaient jamais entendu parler de ça. Marine Bruno, est-ce que vous en récupérez encore qui n'ont jamais entendu parler de ça? N'écoutez pas, dites-moi la vérité. Alors, non, mais beaucoup moins. Beaucoup moins, et puis comme disait le professeur Auvin, nous à la Pitié-Salpêtrière, on a des patients de partout, pas que de Robert Audry. Alors beaucoup moins, c'est vrai, parce que je pense que depuis des années, la médecine et les professionnels de santé se sont aussi ouverts sur d'autres sujets que voilà. Mais c'est aussi le bon moment de toute façon de réaborder tous ces sujets-là. Mais comme disait le professeur Auvin tout à l'heure, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus attendre 18 ans pour dire tu ne pourras pas être pilote d'avion. Et puis la conduite, là, c'est pas possible non plus. Parce que c'est ultra difficile. Ils changent d'équipe. Ils changent d'hôpital. Et en plus, ils ne peuvent plus faire le métier rêvé et ils ne peuvent plus conduire. Mais effectivement, c'est de toute façon des sujets dont on parle. La conduite, l'identité sexuelle, le projet professionnel ou scolaire. Et l'accompagnement, en fait, dans tout ça, c'est effectivement des sujets qu'on aborde, nous, en pédiatrie, chez les adultes, pardon. Moi, en tant qu'IPA, mais vous aussi en pédiatrie. Oui. Et notamment avec Marion, du coup, on fait des consultations de transition commune, donc IPA. C'est-à-dire concrètement, ça veut dire quoi? Et du coup, Marion vient à la Pitié-Salpêtrière, se déplace de Robert Debré, vient à la Pitié-Salpêtrière et on voit les patients ensemble. Parce que Marion connaît les patients depuis longtemps, depuis des années en fait. Et puis, du coup, ça permet de faire un transfert. Le patient et sa famille nous voient ensemble, se disent au moins les équipes se parlent, ce qui est en fait très rassurant pour les gens. Et puis on aborde tous ces sujets-là, les traitements, la contraception, les relations amicales, les relations amoureuses. Alors est-ce que vous les abordez en attendant parce que vous sentez qu'il y a une problématique, le jeune a envie d'en parler, ou est-ce que vous les mettez sur la table parce qu'il faut les mettre sur la table parce que parfois ces sujets-là intimes, ils n'ont pas forcément envie d'en parler, enfin je sais pas, ça dépend évidemment du jeune, ça c'est... En pédiatrie, on en parle quand on sent que c'est, quand on sent qu'il y a l'âge aussi. Après, on met parfois aussi les pieds dans le plat. Enfin, je veux dire,
quand on commence à dire si jamais par exemple tu vas avoir envie de boire, souvent les parents disent non. Oui bah si en fait, mais pas tout de suite, t'inquiète pas. Et c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure 12 ans, c'est-à-dire que la blague de si un jour tu vas boire, ça paraît un peu loin, mais en fait on l'a déjà dit à 12 ans, puis on l'a dit à 14 et puis on l'a dit à 16. Et ce qu'on parlait tout à l'heure de l'autonomisation et de la prise de décision, c'est souvent il y a des jeunes qui nous disent tu m'as dit que si je ne prenais pas mon médicament 3 jours d'affilée, ça allait être la cata. Tu m'as dit que si je devais boire en même temps que mon médicament, ça allait être nul. Ben, j'ai fait, c'était nul. Voilà. Mais en fait, il savait que ça allait pas être terrible, mais il a pris sa décision en connaissance de cause. Oui, c'est ce que disait tout à l'heure. Enfin, je veux dire, souvent on a des références par rapport, par exemple, se protéger contre les IST. Je veux dire, on sait tous que avoir des rapports sexuels avec des inconnus sans se protéger, c'est pas une bonne idée. Pourtant, les urgences sont pleines de syphilis. Non, mais je rigole, mais voilà. Et on sait tous que fumer, ça tue. Bon, bah, on fume. Voilà, donc de ne pas prendre ces médicaments antiépileptiques quand on a 15 ans, ou 16 ans, ou 17 ans, 21 ans, parce que la vie est ailleurs. C'est pas parce qu'on a passé 15 heures en éducation thérapeutique que... Voilà. Il y a des jeunes, on sait, je veux dire, ils sont au taquet, ils connaissent tout. Ils sont très conscients des risques qu'ils prennent. Ils connaissent bien leur maladie, une itération santé qu'on aimerait bien que des adultes aient. Et... bah, ils font pas ce qu'on attend. Et mais du coup, ça veut dire, c'est justement c'est le fait de le répéter à des âges différents, par des personnes différentes, et de les avec accompagner des méthodes un peu différentes. Et de voir, par exemple, ce que disait Stéphane tout à l'heure, c'est que quand il est en consultation avec des jeunes où ça commence à être un peu compliqué, parce qu'il y a cette possibilité-là, le docteur Navarro et le docteur Auvin ont cette chance d'avoir des IPA dans leurs équipes. Et donc, quand ils voient qu'il y a des difficultés où il va falloir prendre un peu plus de temps, la dernière fois, il m'a adressé, il me dit « Lui, je pense que je vais te l'adresser dans pas longtemps, ça va pas aller. » Bon, il n'avait pas tort, parce que voilà. Mais justement, on peut pas prendre soin de tout le monde de la même manière. Je veux dire, aller à l'école, moi par exemple, aller à l'école pour tous les patients, pour expliquer le PAI et le bicolage, ce n'est pas possible. Bien sûr. Je peux pas. Enfin, je veux dire, voilà. Après, c'est de mettre... d'évaluer en fonction de la situation. Exactement. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je voulais juste ajouter, mais je pense, Marion, toi, c'est pareil. Moi, je sais que j'apporte quand même systématiquement, pour les jeunes et les moins jeunes aussi d'ailleurs, mais tabac, alcool, drogue, conduite et projet professionnel. La première fois que je les vois tout le temps, qu'ils soient en transition ou pas en transition d'ailleurs, c'est quand même les sujets hyper importants parce que là, c'est là qu'on découvre aussi plein de choses, les projets professionnels discordants, la prise de drogue massive et chronique. Voilà, ça c'est vraiment le sujet que j'aborde tout le temps, mais je pense que toi aussi. Oui, peut-être pas la drogue. Et dépression. Drogue, si on le dit, mais c'est vrai que c'est moins souvent parce que quand j'avais fait mon stage avec Marine, j'étais surprise de... Enfin, c'était le truc qui m'a le plus choquée en fait. C'est vous prenez tout ça? Ah oui, nous on n'a pas du tout ce genre de... Alors, est-ce qu'ils ne sont pas aussi honnêtes en pédiatrie? Parce qu'ils savent que peut-être on va le dire à leurs parents. Voilà. Donc c'est vrai que ce n'est pas un sujet... voilà. Sur l'humeur par exemple, on a plus de facilité avec les jeunes qui nous disent non ça va pas, etc. Plutôt que l'adulte, il le dira un peu moins. En fait, à chaque âge, il y a des choses... Professeur Auvin. Après, je pense... Notre responsabilité, notre mission, notre responsabilité, elle est de dire les choses, mais pas d'imposer la dynamique humaine. Chacun a sa dynamique humaine. Je veux dire, ce matin, je me suis levé et j'avais dit que je serais de bonne humeur, j'ai gueulé sur tout le monde ce matin, et voilà, c'est comme ça, j'étais de mauvais poil, mais j'avais dit que je le ferais pas. Bon, c'est comme ça, on dit, je vais faire ci, on fait différemment, on est des humains, on n'est pas parfait, et là aussi, je veux dire, de dire les choses, après, tous les professionnels de santé le font pas, mais quand même, majoritairement en pédiatrie, on parle quand même de tout, en tout cas, voilà, il n'y a pas de censure et il y a peut-être des gens qui sont encore moins à l'aise, les pédiatres sont parfois moins à l'aise avec les adolescents pour parler sexualité, libido, contraception, consommation, mais c'est fait quoi. Mais à un moment, à 12 ans, on n'est pas prêt de l'entendre, ça fait rigoler, à 14 ans, on l'entend un peu, à 16 ans, on fait tout le contraire et on s'en fout complètement, et peut-être que ça durera comme ça jusque 20 ou 30 ans, mais peu importe, quoi. Enfin, on n'est pas dans le jugement, on est là pour accompagner, donner des trucs, et pas dire, voilà, enfin, tant que tu feras pas, on va être sur ton dos. Enfin, c'est pas notre responsabilité, quoi. Les patients, c'est des humains, chacun a sa propre dynamique, on a tous fait des erreurs, et on a tous eu des réussites, et des erreurs, et des échecs. Ben, il faut aussi respecter ça, quoi. Y compris avec les consommations, des toxiques, les conduites sexuelles.
ça existe, quoi. C'est pas parce qu'ils sont patients avec une maladie chronique qu'ils doivent rentrer dans un moule. Bing, c'est comme ça. Tu feras tout comme ça. Tu marcheras droit et marcher en rang par deux, s'il vous plaît. C'est un accompagnement, on est bien d'accord. C'est pas. Marion, vous vouliez témoigner. Alors, effectivement, les problèmes d'alcool, de drogue, etc., ils ont toujours été abordés, et abordés tôt, abordés plus tard aussi avec nous, avec notre enfant. Néanmoins, c'est comme vous dites, quand vous dites à un enfant, commence pas à fumer, c'est dangereux, dans 50 ans, tu auras un cancer. Oui, c'est non. Mais dire à un jeune de 18 ans, 17, 20 ans, bois pas une bière parce que peut-être tu feras une crise d'épilepsie, c'est difficile pour eux de l'intégrer. Et c'est difficile pour nous... De ne pas le dire. Alors, nous, on le dit, mais c'est difficile de l'interdire. C'est-à-dire qu'on n'est pas avec eux quand ils sont avec leurs copains et pour vérifier s'ils vont boire une bière. C'est-à-dire que nous, on fait passer le message, vous faites passer le message, mais il y a un moment, il manque quelque chose. Et en tous les cas, dans le cas de mon enfant, je pense qu'il y a un moment où il est peut-être dans le déni de sa maladie. C'est-à-dire, voilà, comment est-ce qu'on accepte, à quel âge est-ce que les choses sont acceptées, intégrées, et à quel moment, et comment est-ce qu'on peut les aider dans cette transition-là? Parce que à 14 ans, en fait, on leur dit vous êtes malade, les parents prennent en charge la maladie, s'occupent de tout, eux ils continuent à vivre le plus normalement possible parce que c'est notre rôle de les aider à vivre le plus normalement possible. Et puis ils rentrent dans l'âge adulte et ils doivent se prendre en charge. Mais à quel moment ils ont intégré qu'ils étaient malades et qu'en fait ils peuvent pas boire cette bière? En tous les cas, le mien, il ne l'a pas intégré. Ou il est en train peut-être, mais... Oui, puis il l'intègre à certains moments et pas à d'autres. C'est pas quelque chose... Oui, bon. Professeur Nguyen, allez-y. Il y a juste une partie des spécialités de la pédiatrie qui s'appelle la médecine de l'adolescent. Oui, voilà, c'est ça dont je voulais exactement la question que j'allais vous poser. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a quand même toute cette période de l'adolescence. On sait que c'est une période charnière, qu'il y a un certain nombre de transformations physiques... cognitifs, sociologiques, etc. Et il y a des services entiers remplis d'adolescents qui ont divers problèmes plus ou moins sévères, parce qu'il y a un certain nombre de maladies qui vont aussi apparaître à l'adolescence ou qui ont juste une période difficile autour de, on l'a dit, un peu l'identité sexuelle, les conduites à risque, etc. Et c'est pas parce qu'on a une maladie chronique quelle qu'elle soit qu'on n'est pas un enfant qui va devenir un ado et un adulte avec les mêmes problèmes de base que l'adolescent qui va traverser ça. Et puis la surcouche de, en plus, cette période-là qui est une période de prise de risque en fait. L'idée c'est de, je vais tester, prendre des risques, de croire qu'on est immortel, que la mort c'est pas grave, etc. Elle arrive à un moment où il y a un vrai sur-risque qui n'est pas forcément la réalité pour l'enfant qui devient ado, qui n'a pas de maladie antérieure. Et donc une des difficultés qu'on a, nous... parce que la transition, ça fonctionne bien, c'est qu'effectivement, parfois, on aurait besoin d'avoir ces spécialistes de médecine de l'ado qui viennent aider avec un regard un petit peu spécifique sur cette période-là, pour nous aider, parce que finalement, on se retrouve à les prendre en charge. Les situations de base, on ne sait pas trop faire, sur des situations encore plus complexes. Professeur Navarro, qu'il y en a certains qui ne finissent jamais leur adolescence. Et donc, effectivement, je trouve que c'est important de voir que quand on utilise le mot transition, il y a vraiment des concepts qui sont différents. Donc moi, tout à l'heure, je parlais de choses un peu terre-à-terre, de transmission des informations médicales. Mais effectivement, après, pour la prise en charge de cette difficulté à comprendre ces facteurs de risque, ça peut prendre en effet des années. En fait, et qu'il y a un processus de maturation, de notre part, de l'explication de texte, de dire, tu as fait des crises, tu as compris pourquoi, parce que tu avais fait des bêtises avant, en fait. Et que c'est à force comme ça d'explication qu'il va pouvoir se rendre compte. Et d'expérience, en fait, oui, c'est ça. Et dernier point, je voudrais insister quand même sur l'importance aussi du travail fait par globalement toute l'équipe et les infirmières de pratique avancée. Parce que je répète encore que nous, quand on était tout seul avant,
Quand on fait une consultation voilà, de prise en charge d'un patient, déjà, nous, la consultation, ça peut durer 1 heure de reprendre les éléments médicaux, mais qu'on n'a jamais le temps de consacrer finalement tous les autres points en fait, qui vont être abordés. En fait. Et que ça, c'est clair que d'avoir la chance de travailler avec des infirmières en pratique avancée pour des transitions, ça permet d'aborder tous les sujets, d'avoir du suivi. Et que c'est idéal. Oui. En fait. Bon, mais que pour l'instant, il n'y a pas assez d'IPA. Oui, ça c'est. Agathe Leleu, peut-être un point aussi que vous abordez, vous, particulièrement, c'est les risques des traitements pour les jeunes filles. Comment vous abordez ça et à quel moment, enfin, comment on fait passer ce message-là? C'est vrai que quand je fais une introduction de traitement ou un suivi d'un traitement antibiotique chez une jeune fille, je vais essayer d'aborder quand même le sujet de la contraception, parce qu'on sait qu'en fonction de certains traitements antibiotiques, on peut avoir des interactions avec certains moyens de contraception. Soit une diminution de l'efficacité de la contraception par l'antibiotique ou l'inverse, une diminution de l'efficacité. Et donc c'est des choses qu'on va... Ah bah décidément. Merci. Systématiquement, je vais systématiquement aborder. Donc après c'est aussi bien en amenant les choses en disant voilà, quand la question de la contraception se posera, il faudra faire attention à si ça va différentes choses, rediscuter avec le neuropédiatre et l'obstétricien, bien dire à l'obstétricien qu'il y a un traitement antibiotique qui est mis en place et qu'il faudra adapter la contraception et qu'on peut voilà, qu'il faut choisir une contraception adaptée. Ouais. Donc voilà, et après on sait aussi que selon certains traitements antiepileptiques, on va devoir justement mettre en place systématiquement une contraception. Chez les jeunes filles, je pense par exemple à la dépakine, voilà, où on peut, pas forcément, voilà, on va en tout cas adapter, on va en parler, et c'est des choses que, voilà. D'accord. Alors, on disait tout à l'heure, là, vous n'avez pas arrêté de dire que finalement, évidemment, ça dépend du patient, de son degré d'autonomie. Enfin, voilà, il n'y a pas de règle avec un chemin et étape par étape qui est bien déterminé. Ce degré d'autonomie du jeune, vous avez des outils quand même pour l'évaluer. Il y a des auto-questionnaires. Justement, la HS parle de... Comment il s'appelle? Je vais me tromper. J'allais donner un mauvais. Good to go. Ouais. Mais voilà, il y a des outils pour vous pour justement être le personnaliser finalement cet accompagnement. On en parlait encore tout à l'heure. Donc Good to go, c'est un questionnaire, un auto-questionnaire, mais ça peut être fait en binôme, parce que moi j'aime bien pouvoir le faire en même temps que de parler avec la personne, parce que c'est vrai que ça permet en même temps d'aborder des points. C'est facile de dire oui, on m'a parlé de ma sexualité, mais si il me regarde en disant voilà, c'est aussi l'occasion de se dire non, effectivement, on n'en avait pas parlé avant. Et alors, le Good to Go, il est canadien, il a été traduit en français par l'équipe d'Advenir de Robert Debré. Elle est validée. Après, avec Marine, on en a un autre qu'on aime bien, qui est un questionnaire qui a été fait par l'équipe des maladies rares respiphiles. Et là, en fait, c'est sur quatre volets, donc à peu près 12, on va dire, puisqu'on repart sur les mêmes choses, quoi. 12, 14, 16, 18, et puis le même arrivé chez l'adulte. Voilà, c'est les mêmes questions. Et c'est vrai que il est quand même assez bien fait. Il aborde à peu près les mêmes questions, mais dans un discours un peu plus facile, je trouve, avec le jeune. Et vraiment de se dire que à la fin, ils doivent pouvoir se poser 3 questions essentielles. Est-ce que j'ai les informations nécessaires pour faire suivre la maladie? Est-ce que je les pose quand je suis en consultation? Et je ne sais plus la dernière. En gros, 3 questions essentielles pour que vraiment il puisse s'emparer de sa maladie, voilà, au degré qu'il veut. Mais et c'est vrai qu'on est allé en formation il n'y a pas longtemps avec Marine sur une autre équipe de soins, parce que c'était VIH/SIDA, drépanocytose, donc voilà, il y a encore d'autres enjeux. Et il disait, et ça c'est vrai qu'on en a discuté en équipe, un outil qui pourrait vraiment être utile, c'est de refaire l'annonce comme si... voilà, avant de partir vraiment chez l'adulte, de refaire l'annonce entière aux jeunes. Ah oui. Et ça ferait être aussi une piste possible. D'accord.
Marine Bruno, Juste, oui, je voulais dire par rapport au questionnaire donc Ready to Go qu'on utilise avec Marion. Donc moi, j'utilise le volet adulte quand ils arrivent chez les adultes et j'aime beaucoup parce qu'en fait, c'est vraiment donc il y a une vingtaine de questions sur la maladie, les traitements, sa vie en général. Et en fait, ça permet au patient de dire lui ce qu'il a envie, ce qu'il connaît. Voilà, quelles sont ses priorités. Donc pas moi mes yeux de soignant en me disant non, il faut absolument que je lui parle de ça parce que ça se trouve ça sera pas du tout la priorité du patient et c'est souvent pas le cas d'ailleurs ce que je vois moi, et donc ça permet au patient de se dire ah oui, alors ça en fait oui c'est vrai que je suis pas très au clair par rapport à ça, je vais lui redemander et puis ça j'ai envie que ça soit ma priorité. Et puis il y a un volet parent aussi qu'on n'utilise pas encore mais qu'on pourrait utiliser, c'est-à-dire un volet un questionnaire les parents qui disent eux leur en fait, ils remplissent exactement sur ce qu'ils auraient envie de faire. Alors nous, on l'a pas fait encore parce que là, on l'utilise depuis quelques mois parce qu'en fait, les patients à qui je l'ai donné sont venus sans parents. Voilà. Donc c'était l'exemple de voilà, les patients sont venus tout seuls. Donc on n'a pas encore eu l'occasion de donner aux parents. D'accord. Oui, Marion. Oui, juste, donc moi ça me paraît très bien ces questionnaires, mais pour moi c'est de la théorie. C'est-à-dire que sur la théorie, Gaspard il connaît tout par cœur. Hein. Il peut vous donner tout ce qu'il a le droit de faire, pas droit de faire, la liste de tous les médicaments qui existent. Il est capable de vous faire un exposé sur l'épilepsie. Maintenant, c'est pas sa maladie. Donc moi je trouve que là où il y a un problème, c'est l'accompagnement psychologique du jeune. C'est-à-dire que c'est une des premières choses que vous nous avez dit en consultation, Gaspard doit avoir un psychologue. Mais lequel ? Voilà. C'est-à-dire qu'après, moi j'ai dit, vous avez des noms ? Ben non, en fait, j'en ai pas. Et nous, on a cherché, on n'a pas trouvé. Et en fait, cet accompagnement psychologique, il est hyper important pour lui, et on n'a toujours pas résolu le problème, et peut-être même pour nous. Enfin, je veux dire, nous, comment est-ce qu'on accompagne notre enfant ? On vit aussi quelque chose qui est compliqué, et on n'est pas aidé non plus. Et en fait, quand vous êtes dans des... Il y a beaucoup de pathologies graves que vous pouvez rencontrer dans votre vie. Et souvent, à l'hôpital, vous voyez un psychologue déjà tout de suite. On vous impose la visite de quelqu'un qui passe et qui vous dit « je suis là si besoin ». Là, à aucun moment, depuis le début de la maladie de Gaspard, il a rencontré quelqu'un à l'hôpital. Oui, professeur Navarro, juste pour... Alors, oui, si je peux juste compléter les besoins de... par rapport à ça. Là, on en revient au manque de moyens et de personnel. Oui, voilà, c'est ça. Désolée de réappuyer là-dessus. Mais non, mais je pense que c'est important de le dire. Donc, la psychiatrie en France, mais je donne l'exemple de nous, notre service. Finalement, on a une psychologue depuis 6 mois dans le service. Voilà, dans le centre expert. D'accord, vous... Une psychiatre. Une psychiatre. Oui. Mais il y a une psychologue aussi qui est arrivée il y a quelques mois. D'accord. Voilà, c'est tout. Avant, on n'en avait pas. Donc effectivement, c'est un long travail de structuration, de négociation avec nos différentes tutelles pour avoir toutes les personnes compétentes. Donc nous, on avait une psychiatre qui est partie à la retraite et on a mis plusieurs années avant de récupérer une psychiatre. Donc ça, c'est une bonne chose. Et effectivement, on a une neuropsychologue qui était plus dévouée au bilan neuropsychologique. Mais maintenant, effectivement, on a une psychologue clinicienne qui peut effectivement faire de tels accompagnements. Après, sur un plan très pratique, encore une fois, il y a une problématique de financement aussi, que ce soit en ville ou à l'hôpital. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de remboursement. Là, il y a eu des forfaits un peu exceptionnels avec Covid, mais une prise en charge en psychologie de ville n'est pas prise en charge par la sécurité sociale. Donc, à un moment, si on reconnaît comment ? Il y a des forfaits spécifiques pour Covid, mais sinon, en dehors de ça, non. Vous souhaitez un suivi psychologique, vous payez de votre poche, et vous arrivez dans une espèce de jungle entre le psychothérapeute, le psychanalyste, le psycho-ceci. Oui. Je critique personne, mais vous n'avez pas du tout de grille de lecture de qui fait quoi. Et vous n'avez pas non plus de grille de lecture de gens qui... Ah ben non, avec épilepsie, oh là là, c'est super complexe, j'ai jamais vu. Ce que vous dites. C'est exactement ça le problème, en fait. C'est pour ça qu'on voudrait être guidé. Oui, mais en fait, on les a pas. C'est la difficulté. Après, on réussit à mettre en place, et à l'hôpital, c'est pas la mieux en termes de financement, donc on arrive à avoir des gens dédiés quand on mobilise des moyens, par exemple, de centres épilepsie rare ou d'enveloppes financières qui sont déviées. Mais encore une fois, on doit suivre 3500 patients avec épilepsie dans notre équipe pour une psychologue clinicienne temps plein. Donc, les 80 maintenant. Mais bon. Professeur Nguyen, donc vous voyez, là aussi, je pense que par exemple, pour ne pas citer, dans l'oncologie, il y a eu d'emblée des financements différents.
des organisations différentes qui datent des années 70 où petit à petit ils ont réussi à organiser. Et en effet, annonce d'un cancer égale rencontrer le psychologue. Et c'est là où le parcours de soins, ces choses-là, on a quoi ? Le micro, vous pouvez. On est d'accord. La proportion de patients n'est pas du tout la même. Alors, encore une fois, il faut pas C'est-à-dire que les maladies oncologiques de l'enfant, c'est beaucoup plus rare, avec des moyens qui nous... Enfin, je veux dire, quand nous, on fait un diagnostic... quand eux font un diagnostic de leucémie, nous, on a fait 10 à 15 diagnostics d'épilepsie. Donc, il faut les moyens donc, en fait, les à moyens, mettre en face... Sauf que les moyens sont un peu inversés. Mais encore une fois, voilà. Et ils ont 10 fois plus de moyens. C'est descriptif, il n'y a aucun jugement dans ce que je dis. Il ne faut pas faire de compétition entre les maladies. Toutes les maladies, c'est pas beau. On est bien d'accord. Non, mais c'est toujours important de le rappeler. Mais après, ce que vous pointez du doigt, vous en avez conscience et merci de le pointer du doigt. On en a aussi conscience, mais parfois on s'affronte, c'est le pot de fer contre le pot de terre pour réussir à changer les structurations et pouvoir essayer de répondre à une partie de la demande. Mais encore une fois, les choses ont évolué, les choses continuent à évoluer, il faut commencer à avancer et si on avance main dans la main, ça fera bouger les choses. Okay. Oui. Après, si je peux vraiment finir sur pour la psychologue, par exemple, on peut avoir une espèce de checklist, plutôt d'annuaire sur un kiné, parce qu'on sait qu'il va faire la rééducation à peu près comme on le veut, ou la psychomote qui a été formée en neuropédiatrie. Il y a un exemple comme ça d'une famille que j'ai adressée vers une psychologue qu'on m'avait conseillée, qui avait déjà pris en place. En fait, ça n'a pas du tout matché, mais ça a été vraiment l'horreur. Elle m'avait dit, mais pourquoi vous nous avez envoyés là-bas ? Et je ne l'ai plus jamais fait. Je me dis, en fait, effectivement, la psychanalyse, moi j'ai une patiente qui est suivie par un psychanalyste, tout ce qu'il lui dit, moi je suis ahurie, mais ça lui fait du bien. Donc, voilà, donc elle va mieux, elle est retournée à l'école, et à chaque fois je suis là, ah t'as dit ça, ah, d'accord. Voilà. Mais c'est vrai que conseiller en psychologie, nous c'est vrai qu'on fait plutôt TCC, etc. Surtout quand il y a des patients avec des CNEP en plus, voilà. Mais c'est vrai que et aussi c'est par rapport à son propre ressenti de soignant. C'est vrai que moi d'emblée je vais pas aller spécialement faire la psychanalyse, mais bon voilà. Je suis d'accord que c'est toujours compliqué une psychologue. Il faut qu'il y ait un feeling qui doit passer. Néanmoins, il pourrait y avoir une liste de personnes qui connaissent l'épilepsie, au moins qui sachent de quoi on parle, quelles sont les difficultés rencontrées par ces personnes, etc. Sans dire après, on peut en essayer plusieurs. Il y a quelque chose qu'on n'a peut-être pas beaucoup abordé, c'est les loisirs. On en a un tout petit peu parlé, mais pas beaucoup. Je voulais qu'on en parle, notamment parce que vous développez, professeur Navarro, je crois, c'est pas fini, mais une application. On parlait tout à l'heure de la problématique qui est de dire, en gros, il faut exposer les risques, et après, c'est aux jeunes de finalement faire sa balance, quoi. Malgré tout, il y a des outils pour aider, et vous êtes en train de construire un outil. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, donc on est parti du constat que on doit, lors de nos consultations, rappeler aux patients et qu'on est pas mal dans le listing d'interdits, en fait. Et nous, ce qu'on veut, c'est que les patients soient d'accord pour nous revoir, qu'il y ait une adhésion, en fait. Donc on veut créer quelque chose de plus juste, en fait. Et de ce constat, on a voulu, avec Marine, créer une petite appli qu'on appelait Répit, pour R et puis Épi, qui fait un peu le contre-pied de tous ces interdits et qui va plutôt être une appli qui va aider tous les patients épileptiques à sortir de chez eux, à aller prendre des pots, des verres, à aller en soirée, en fait. Et l'idée, c'est que justement, on fasse un peu d'éducation thérapeutique par le biais de cette appli, où le patient va devoir, pour accéder un peu à toute l'offre de sortie, il va devoir renseigner son état interne. Et donc, on a fait c'est plutôt sympa, des petites jauges où combien de fois avez-vous oublié votre traitement depuis le début de la semaine ? Êtes-vous fatigué ? Êtes-vous en période de règles ? Avez-vous pris de l'alcool ? Et donc, par cette jauge, il va un peu voir s'il est en forme ou pas en forme. Et en fonction de la jauge, on va pouvoir autoriser justement, là, tu n'es pas du tout en état. Gagner des points ou pas des points, c'est un peu... et donc ça, c'est un peu le but, c'est que ça ne soit pas qu'un listing d'interdits perpétuels, mais c'est plutôt de rendre à nouveau le patient acteur de sa maladie et de voir finalement, dans certains états,
je peux faire une sortie sous certaines réserves, et dans d'autres, effectivement, ça serait mieux que je reste à regarder la télé. Ouais. Et puis le contre-pied de cette application, c'est aussi donc avec cette jauge, en fonction d'où on est, dans le vert ou dans le rouge, en fait, ça donne des idées de loisirs. C'est pas dans, en fait, c'est pas dans, non, du coup, t'es dans le rouge, tu peux pas faire ça. Exactement. T'es dans le rouge, tu peux faire ça. Lire un livre. Par exemple. Si vous y arrivez. Exactement. Mais on avait, voilà, c'était le contre-pied pour se dire non, on sait l'appli positive, même si au final le message à la fin est le même. Si on a bu, on a pas pris ces traitements, il faut pas conduire. Okay. Alors peut-être vu que c'est bientôt l'heure, une dernière quand même question, parce qu'on a parlé de cette fameuse transition puis transfert d'un service hospitalier à un autre, mais c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Ça peut être d'un service hospitalier à la ville. Je suis journaliste santé depuis 30 ans. La relation ville-hôpital, je crois que ça fait 30 ans que j'en entends parler, que c'est pas toujours parfait. Comment ça se passe quand on est là, ça veut dire que l'épilepsie est quand même stabilisée. Voilà, comment ça se passe dans ces cas-là? Alors nous en pratique, on a une réunion tous les mois qu'on appelle la réunion transition. Effectivement, on va faire notre fameux résumé, voilà, et nos collègues neurologues vont nous dire là c'est stabilisé, enfin là c'est pas stabilisé, on va le suivre ici parce que c'est compliqué. Là c'est stabilisé et en fait eux ils savent quels collègues prennent en charge des patients avec épilepsie, parce qu'un des problèmes, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a neurologue faisant de l'épilepsie et neurologue n'en faisant pas vraiment. Et sans qu'il y ait vraiment d'étiquettes très précises à savoir. Donc ça reste un peu ce qu'on disait, ça reste un cercle humain de gens qui se connaissent. Et effectivement, en fonction de ça, on va dire... on va adresser après. Moi, je dis aux patients, là, on est en phase de transition, je vais inscrire le dossier, on va en discuter, puis je vous remettrai dans le courrier pour savoir vers qui on se revoit. Alors, des fois, souvent, on se revoit une fois après cette réunion-là pour dire, voilà, j'ai tout présenté comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord pour que j'envoie le courrier par avance au médecin qu'on a pressenti voilà, pour essayer de garder ce lien. Et souvent, ce dernier courrier de consultation, j'essaye de faire un petit récapitulatif pour que le médecin qui reçoit le patient, qui est suivi depuis 15 ans, il ne passe pas non plus 3 heures à essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et oui, professeur Navarro, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, donc c'est un peu ce qu'on a fait nous aussi avec l'équipe de Robert Debré, c'est qu'on s'est mis sur la table et on a vu effectivement que certaines formes d'épilepsie, donc effectivement les épilepsies dites idiopathiques, épilepsie absence, c'est des épilepsies qui vont plutôt s'arrêter, qui sont faciles à traiter. Donc on a essayé de voir quels étaient nos collègues neurologues en ville dans Paris qui pouvaient les prendre en charge. Et puis après, effectivement, on a dit que les formes chirurgicales, les formes graves, les formes pharmacorésistantes, c'est plutôt nous qui allions les récupérer. Après, je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce que vous avez encore assez de capacité en ville? Parce que nous aussi, on trouve qu'on manque de neurologues spécialisés. Capables de suivre. Donc on a de plus en plus de collègues qui partent à la retraite, ou des collègues qui disent oui, moi je veux bien faire de l'ACEP, du Parkinson et pas de l'épilepsie. Donc on reste nous un peu en souffrance de collègues avec qui on pourrait travailler. Nous, en général, on met 3 propositions sur la table pour les épilepsies entre guillemets plus stables. Soit on propose quelqu'un en disant dans quel coin vous habitez et on utilise dans ce cas-là plutôt le listing de la Salpêtrière, des correspondants habituels de la Salpêtrière. On laisse aussi le choix aux gens en disant si vous connaissez un neurologue que vous savez par bouche à oreille que ça peut bien se passer, qui suit des patients avec épilepsie, on envoie où vous voulez. On n'est pas là pour choisir non plus le soin. Et après, pour ceux qui habitent un peu plus loin, hors de Paris, si un service de neurologie, un des médecins d'un service de neurologie est prêt à prendre en charge un patient avec épilepsie, de la même façon, à moins qu'on ait eu des warnings par le passé. Voilà. Après, pour les transitions avec des services avec lesquels on a le moins l'habitude, en général, on reste en backup. C'est-à-dire qu'on donne toujours un rendez-vous après le rendez-vous qui a eu lieu. C'est pas, voilà, c'est notre dernier rendez-vous, vous allez là-bas et je ne revois pas. Parce qu'à un moment, voilà, ça peut aussi ne pas passer pour différentes raisons. Et puis, à un moment, il faut toujours que quelqu'un, en tout cas, c'est ma façon de voir les choses, c'est notre façon de voir les choses dans l'équipe, c'est personne ne doit se retrouver perdu dans sa transition.
Donc à un moment, il faut toujours quelqu'un qui soit en charge du patient. Donc tant que les gens ne sont pas venus nous redire c'est bon, j'ai vu une fois et je me sens à l'aise, je vais continuer. Voilà. Et la porte elle n'est pas fermée non plus après. En général, non, je veux dire, si quelqu'un m'envoie un mail ou me contacte, je dis pas on se parle plus, vous avez 18 voilà. ans. Est-ce que vous, justement, chez l'enfant, une fois que la bascule a été faite, entre guillemets, est-ce que quand même il y a une espèce de tuilage qui se fait, un suivi voilà. En ville, c'est compliqué parce que on en discutait là avec Marine. Les IPA, pour le coup, en ville, il y en a. Plutôt avec des médecins généralistes. Il y en a aussi avec des neurologues de ville, mais pas beaucoup. De par déjà le montage financier, on va dire. Mais elle travaille plutôt en ville. Et là, par exemple, on discutait avec nos collègues avec lesquels on a fait nos études. On lui disait, est-ce que ça vous intéresserait d'être formé en plus? Parce que concrètement, c'est pas à la fac qu'on apprend avec 8 heures de cours, 10 heures de cours à s'occuper d'un patient avec épilepsie. C'est ce qui est assez drôle, c'est pas drôle, mais je veux dire, ils sont capables de se dire je peux gérer une insuffisance cardiaque, alors que concrètement le risque il est quand même important. Par contre l'épilepsie ils veulent pas. Et parce que eux aussi sont cette peur là, elle est aussi là quoi. D'un peu de voilà, ils savent pas trop où est-ce que. Et c'est vrai que quand on fait des cours, nous, donc Marine et moi, on donne des cours à la fac en insistant sur cet âge vraiment là. Qu'est-ce que vous pouvez faire, même si vous savez pas tout gérer les antiépileptiques. D'ailleurs, on vous le demande pas. D'ailleurs, les neurologues n'ont pas spécialement envie qu'on touche leurs médicaments antiépileptiques. Mais il y a plein de choses à faire sur justement voilà, aider le jeune dans ce transfert. Et après, le décret, comme je disais au début, le décret n'aide pas du tout les infirmières en pratique avancée à s'investir dans l'épilepsie, parce que pour l'instant, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas adapter les traitements, ils ne peuvent pas... voilà, donc... Ça, vous allez faire bouger, excusez-moi l'expression, bouger le cocotier. Vous souhaitez que ce décret il bouge ou pas Côté médical, il y a eu une discussion au bureau de la Ligue française. Je ne vais pas trahir un grand secret pour dire qu'on est pour. C'était ça. Je sais pas. L'historique a probablement évolué, mais la dernière discussion qui a eu lieu est plutôt en faveur. Après, il faut que maintenant ça arrive dans le camp des politiques. Juste un tout petit point sur le tuilage, parce que je voudrais pas qu'on se comprenne mal. C'est important qu'aucun patient soit abandonné. Mais par contre, ça dessert un patient qui ait plusieurs chefs d'orchestre. Mettez plusieurs chefs d'orchestre pour faire jouer de la musique, ce sera cacophonique. Donc, un soignant, il faut que personne soit abandonné tout seul, mais on était d'une équipe, on va à une autre équipe. C'est pas une espèce de sectarisme, mais on a des abords différents, même si grosso modo on travaille quand même de la même façon. On va faire des moments, des choses qui sont pas tout à fait pareilles. Il n'y a pas pire que de dire deux choses qui sont un peu différentes à un patient. C'est déjà suffisamment compliqué dans le quotidien pour pas y rajouter. Donc, je pense que c'est vraiment un truc important. Il ne faut pas espérer avoir un double suivi pendant un temps. Voilà. Il faut que personne soit perdu en transition, mais de double suivi, je pense que c'est pas une bonne idée non plus. Professeur Nguyen, vous vouliez ajouter quelque chose? C'était juste dans la remarque, effectivement, parce que je fais cours aux IPA aussi sur l'épilepsie, évidemment. Et en fait, elles doivent être combien? Enfin, parce qu'il y a des garçons quand même, ils doivent être une quarantaine. Et donc, je commence par leur demander combien d'entre vous ont déjà vu ou pris en charge des patients avec épilepsie. 3. Alors, ils sont sélectionnés, puisqu'ils sont là parce qu'ils sont infirmiers. Non, ils sont là, ils sont infirmiers, et ils se sont mis parce que souvent, ils travaillent déjà en psychiatrie, ils travaillent déjà en cancéro, ils travaillent déjà dans les thématiques où ils veulent se spécialiser après. Donc, c'est pas représentatif de l'ensemble des... Mais ça reste quand même... ça reste quand même une pathologie ni rare ni fréquente. C'est-à-dire que je pensais que c'était plus que ça, parce que c'est des gens qui ont déjà de l'expérience, qui ont déjà travaillé dans des services hospitaliers, et finalement, il y en a beaucoup qui n'ont jamais été confrontés même à une crise d'épilepsie. Marine Bronino, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, alors je voulais juste rajouter, je suis d'accord tout à fait avec mes collègues sur les IPA, et je voulais juste rajouter quelque chose par rapport aux consultations, quand vous disiez là par exemple, est-ce que une fois qu'il est chez l'adulte, on s'en occupe plus, tout ça, donc ça me fait penser à un nerf de la guerre qui est les perdus de vue. Les patients perdus de vue, c'est quelque chose dont on fait très attention dans toutes les pathologies, dans lesquelles il y a la transition et les transferts, et c'est quelque chose qui est très compliqué. Il y a un pourcentage très élevé, je crois que c'était 40%, ou bref, voilà, 40%. Voilà, de perdus de vue, mais dans des papiers depuis des années, on voit ça dans toutes les pathologies. Et donc, ce qu'on fait, en tout cas à Debré, mais avec d'autres hôpitaux, c'est que donc ils viennent pour une première fois chez l'adulte, et en fait, ils ont une dernière consultation en pédiatrie.
ce qui permet quand même de, voilà, s'il ne vient pas à la consultation, voilà, ça permet quand même de se parler à ce moment-là. Et Marion, on a un bon exemple, c'est-à-dire que c'est une patiente qui n'est pas venue à la dernière consultation en pédiatrie, et donc elle m'a dit, attention, voilà, il faut être sûr qu'elle soit bien dans les rails, cette patiente, donc je me le suis bien noté, et je vais faire très attention qu'elle vienne bien en novembre. Les petits clignotants qui voilà, s'allument. exactement, pour éviter les pertes de vue. Très bien. Merci beaucoup. On va peut-être passer aux questions des réseaux sociaux d'abord, Facebook Live. Voilà, je tends mon micro. Alors, il y a une question sur la chirurgie. Est-ce que le patient met beaucoup de temps à s'en remettre? Donc, chirurgie de l'adulte, de l'adolescent, très peu de temps en fait. Donc effectivement tout dépend du type d'intervention, mais nous globalement après une chirurgie on garde le patient quelques jours dans notre service. Il doit ne pas travailler pendant plusieurs semaines, mais la plupart des patients sont en forme au bout en 1 à 2 semaines, ils sont vraiment en forme en fait. Donc quand c'est une chirurgie classique, il n'y a pratiquement pas de gêne prolongée. Et il y avait une seconde question. Pourquoi le EEG ne détecte rien du tout est tout à fait normal? Donc c'est pourquoi l'électroencéphalogramme peut ne pas avoir des crises d'épilepsie, c'est ça un peu peut-être la question. Oui. Donc effectivement, l'électroencéphalogramme mesure l'activité du cerveau, mais mesure la superficie. Donc déjà, il faut savoir qu'il y a des crises d'épilepsie qui vont naître dans la profondeur du cerveau, comme une structure qui est l'hippocampe. Si on a des crises d'épilepsie dans l'hippocampe, au fond du cerveau, et qu'on met des électrodes posées sur le cuir chevelu, ben on ne voit pas ce qui se passe en profondeur. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Le deuxième élément, c'est qu'effectivement, si on ne fait pas la mesure de l'électroencéphalogramme pendant une crise, entre les crises, donc c'est vrai qu'il peut s'écouler des semaines et des mois entre les crises, on peut ne rien voir. Donc heureusement, on peut quand même avoir des petits marqueurs, donc on peut voir des petites étincelles, qu'on appelle des pointes intercritiques, qui peuvent, dans certains cas, nous permettre de dire qu'il y a quand même des marqueurs d'épilepsie dans cette situation. Mais le EEG, effectivement, n'est pas un examen qui permet de dire, dans 100% des cas, il y a une anomalie. Néanmoins, c'est très utile. Est-ce qu'il y a d'autres questions réseaux sociaux? Non, c'est bon, dans la salle alors. Est-ce qu'il y a les micros vont circuler? Madame devant. Oui, je reviens sur la transition. Mon petit-fils est suivi donc par une spécialiste, neuropédiatre en épilepsie. Il a 15 ans. C'est un enfant qui a une déficience intellectuelle très importante. Donc la transition, c'est la neuropédiatre qui le suit actuellement, qui va ensuite proposer aux parents de le transférer chez les adultes en neurologie. Comment ça se passe ? Oui, c'est à peu près comme ça que ça va se passer. Je pense qu'il ne faut pas imposer une équipe, il faut faire une proposition. Et je pense que l'élément clé, c'est il faut que, proche de 18 ans, la transition soit faite. Pour la bonne et simple raison du piège que nous avons eu, étant très optimistes sur nos capacités à stabiliser les choses après une période d'accalmie, où en fait, la pire des situations, c'est... Après l'âge de 18 ans, vous appelez les secours médicalisés ou non médicalisés arrivent chez vous, vous amènent auprès de l'hôpital le plus proche, vous arrivez, désolé de le dire un peu comme ça, comme un cheveu sur la soupe, personne ne vous connaît, il n'y a pas de dossier, quand on vous demande l'historique, il y a 20 ans d'historique d'épilepsie, et vous rencontrez le neurologue qui va venir à 20h30 avant de repartir chez lui en 3 minutes, parce que quand même il faut donner un avis, c'est très compliqué, ce patient est connu depuis 20 ans et on n'y comprend rien, ce mot Dravet on l'a jamais entendu, voilà. Et c'est la pire des circonstances pour rentrer en contact probablement avec le neurologue qui risque de faire le suivi après. Donc il faut qu'il y ait une petite anticipation, c'est pas toujours simple, entre le moment où on dit qu'il faut que ça se fasse à 18 ans et ça se fait vraiment, c'est pas toujours aussi simple que ça. Mais oui, en général, l'initiative, elle vient plutôt de l'équipe. Après, je veux dire, il n'y a pas de règle immuable, donc si les parents ont un souhait,
ou sont inquiets à ce sujet en se disant ça pourrait être compliqué pour une raison ou pour une autre dans notre région, notre disponibilité, nos projets professionnels, la dynamique de la famille, peu importe, il n'est jamais interdit de dire voilà, notre enfant à 15 ans, comment ça va se passer? À 16 ans, à 17 ans, à 18 ans. Les nouveaux patients en pédiatrie, c'est comme ça, c'est assez bizarre, c'est 15 ans, 3 mois. Ah oui. Bon, c'est comme ça, c'est l'organisation administrative en France, peu importe. Oui. Donc assez souvent, je trouve que les familles posent la question d'eux-mêmes aux alentours de 15 ans. Ah, vous allez encore le suivre? Je dis oui, vous inquiétez pas. D'un seul coup, ils sont un peu détendus. Mais voilà, il n'est jamais interdit de poser des questions. D'ailleurs, il y a interdit de poser des questions Donc, sur rien. Donc il faut préparer en fait. Je crois qu'il faut quand même se le dire. Hein. Oui, il faut la préparer. Même s'il y a une tête de bulldog de temps en temps et qu'il est mal réveillé le matin, ça peut aussi m'arriver. Hein. Mais il faut poser vos questions. Très bien, donc il faut préparer cette transition. Oui, à 15 ans, on commence à y penser. Si on est inquiet, on peut se dire c'est dans quelle équipe vous faites habituellement, tout ça. Enfin, oui, voilà. oui, ils commencent à y penser, en effet. Merci. Je dirais qu'il y a une complication un peu supplémentaire qui modifie un peu la prise en charge. C'est-à-dire que souvent, chez des enfants avec des épilepsies et pas mal de comorbidités à côté, on a un autre côté un peu pédiatre, on parle un petit peu aussi du reste, de la constipation, de l'école, du sommeil, de tout. Même il n'y a pas d'école, il n'y en aura jamais. Non, mais du centre. Pour cet enfant-là, il n'y en aura jamais. Ou du centre de la prise en charge, où il va au quotidien, etc. Et en fait, en dehors des centres experts ou épilepsie de l'adulte, souvent les neurologues, ils vont s'occuper que du problème neurologique. Bien sûr. Qui va être éventuellement le traitement antiépileptique à régler, mais finalement les petits trucs à côté de la constipation, le sommeil, etc. Le neurologue va pas forcément se mobiliser beaucoup ou être très à l'aise avec ses patients, ça dépend, hein, avec ses patients qui sont un peu... et donc il y a... là, on compte quand même parfois sur les médecins traitants aussi, de les réinvestir un petit peu parce que parfois on a une place pas toujours très claire avec les médecins traitants parce qu'on fait des prescriptions qui ne nous regarderaient pas des fois. Voilà. Donc il y a quand même une part, peut-être pas pour le syndrome de Dravet parce qu'il y a encore souvent une épilepsie, mais il y a des enfants qui sont relativement équilibrés, qui posent plus de problèmes strictement de réglage de traitement antiépileptique parce que tout va bien, mais qui ont besoin de cette prise en charge globale. Et je pense qu'il faut aussi trouver parfois, alors même si c'est pas toujours simple encore, mais un médecin traitant qui va avoir ce côté médecin généraliste que le neurologue n'aura pas forcément. Il y en a, hein, mais pas tous. Là, dans l'immédiat, il n'est même pas encore stabilisé, donc c'est compliqué. Mais quoi qu'il en soit, il a 15 ans et demi, il va devenir adulte, notamment par l'âge et par la taille. Donc, en effet, il faudra... nous allons poser la question à la personne qui le suit actuellement pour préparer cette transition. Parce que même s'il n'est pas stabilisé, il y aura une transition. Et l'exemple que le professeur Auvin vient de me donner concernant justement les urgences, je vais le rapporter à mon fils et à ma belle-fille. Professeur Navarro, vous vouliez ajouter quelque chose? Je voulais effectivement qu'on évoque brièvement, mais le fait qu'on peut être amené dans des situations quand on a l'épilepsie et puis le handicap intellectuel et puis des troubles moteurs, là qu'on est obligé de faire de la gestion multi-transition et qu'on a été nous-mêmes confrontés à des difficultés de savoir comment nous on allait accueillir à l'hôpital des patients qui avaient toutes ces pathologies associées. Et à nouveau, grâce aux infirmières, on a pu s'entourer d'un réseau, en fait. Et à nouveau, c'est pas dans notre site, pas dans notre hôpital, mais dans la région Île-de-France, d'avoir des collaborateurs, des spécialistes dans la prise en charge des troubles psychiatriques des maladies rares, par exemple la Cochin, à Garches pour tous les problèmes moteurs, et qu'effectivement, gérer ces transitions sont encore plus compliquées parce que là, il y a beaucoup d'interventions. Mais là, on a été confronté à ça. Je pense qu'on est en train de trouver, nous, des solutions. Parce que ça nous embêtait, nous aussi, de ne pas être en capacité d'accueillir le patient épileptique, parce qu'on savait qu'on était incapable de gérer les à côté. Oui. Mais donc, ça c'est lourd à mettre en place. Mais okay. D'autres questions dans la salle? Oui, madame devant, voilà. Merci.
Oui, bonjour. J'ai découvert l'épilepsie, enfin, non, oui, d'un peu plus près, il y a 10 jours, date à laquelle mon fils de 24 ans a fait une première crise. Et évidemment, à l'occasion de ce colloque, j'ai déjà eu des réponses à des questions, mais il en demeure plein d'autres qui sont peut-être basiques et trop basiques pour être posées maintenant. Et donc, je voudrais savoir, en dehors du neurologue auquel il peut s'adresser et que nous venons de rencontrer, j'aimerais savoir sur quel forum mon fils de 24 ans et ses parents peuvent adresser leurs innombrables questions. Marine Bournino. Alors moi je vous conseille une association de patients. Alors je pense sur la FFRE vous pouvez trouver des informations. Et puis aussi sur Épilepsie France, qui est une association de patients avec une épilepsie. Voilà. Effectivement, sur la page Facebook de la fondation, on a un groupe privé qui s'appelle Épilepsie à Talent Différence, sur lequel vous pouvez échanger avec d'autres. Peut-être que tu peux redire la même chose avec un micro parce que je pense que... Oui. Restriction de micro. Oui, je disais que sur la page Facebook de la Fondation, vous pouvez déjà poser des questions et échanger, être mis en contact avec d'autres parents. Et lié à cette page Facebook, il y a un groupe qui s'appelle Épilepsie Halte à l'Indifférence qui permet aussi des échanges à l'intérieur du réseau des parents ou des jeunes. N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus. D'autres questions dans la salle? Oui, madame, là, et ensuite monsieur là-bas. Oui, je voulais savoir, lors de la transition, est-ce que le changement de traitement des jeunes femmes sous Dépakine ou en tout cas aux Arontins, enfin médicaments que je connais qui sont incompatibles avec la grossesse, est-ce que ce changement de traitement est obligatoire ou pas? Nous, on nous l'a imposé, on ne l'a pas, nous, questionné non plus, hein, ça n'a pas été... ça s'est fait en douceur, mais ça a créé évidemment beaucoup de problèmes pendant 2 ans. Au bout de 2 ans de vie très difficile pour tout le monde, on est revenu à la Dépakine, mais est-ce que ces 2 ans étaient vraiment obligatoires ou pas? Alors, principe de base, en médecine, il n'y a jamais rien d'obligatoire. Je pense qu'on doit s'adapter à chaque famille et chaque patient. Hop, je vais essayer de ne pas tomber par terre, ce sera mieux. Je pense que c'est difficile. Chaque situation est propre à chaque patient. Il n'y a rien d'obligatoire, c'est certain. Ce qu'il faut, je pense, les différents points clés, c'est si on envisage de faire un changement, il doit être précoce, parce qu'à 16 ans, ils sont périmés. Encore une fois, ce que je veux dire par là, faire quelques crises entre 12 et 14 ans, à 18 ans, on pourra dire à l'âge du permis ou d'une orientation professionnelle, vous savez, c'est une vieille histoire. Voilà. Après, on sait que dans certaines formes d'épilepsie, même si clairement, et je le redis clairement, la Dépakine pour la grossesse, et il n'y a pas que la Dépakine, n'est pas un bon médicament. Il n'y a pas de risque pour être enceinte, il n'y a pas de risque en tout cas majeur pour la libido. Il peut y avoir quelques petites choses, mais bon. Mais le risque pour l'enfant qui est exposé in utero, plus de malformations, plus de risques intellectuels, plus de risques sur le plan comportemental, il n'y a pas de discussion. Maintenant, aujourd'hui, on sait que dans certaines formes d'épilepsie, quoi qu'on dise, la Dépakine reste le médicament le plus efficace. Et est-ce qu'une jeune fille de 14 ans, dont le projet de grossesse n'a pas probablement lieu avant 24, 25, 26, 28, est-ce que vraiment on doit imposer? Je n'ai pas de réponse à cette question. Mais voilà, je pense qu'il faut aussi... Après, il faut aussi dire les choses telles qu'elles sont. Est-ce qu'à 24, 26, 28 ans, quand on fait 4 fois le tour du monde, après avoir arrêté de travailler, etc., ou des choses de ce genre-là que peuvent faire des gens de cette génération quand on est libre de crise, est-ce que vraiment on va être en capacité de se dire est-ce que ce sera le bon moment ou est-ce qu'il n'y aura pas mieux valu avoir fait des crises entre 12 et 14 ans? Vous voyez, il y a plein de paramètres. Ce qui est certain, c'est qu'il ne faut jamais rien imposer. Je pense que le sujet doit venir sur la table. Si on a un traitement qui est problématique, entre guillemets, avec un projet de grossesse ultérieurement, il faut que cette question vienne malheureusement, c'est double peine, hein, je trouve, entre 12 et 15 ans. Après, ça devient un peu complexe. Il n'y a jamais de mauvais moment. Ça peut être encore après, il n'y a aucun souci avec ça. Mais je pense que la question doit être vraiment posée. Imposée, non. Mais peut-être votre question, c'était plutôt à l'accueil dans le milieu adulte d'un adolescent. Nous, effectivement, on a comme attitude de ne pas se jeter sur les traitements et de ne pas changer tout de suite. Donc on va d'abord faire connaissance avec le patient, avec sa famille éventuellement, et on va se donner du temps. Donc effectivement, on va pouvoir par principe nous dire « Ah, vous êtes une jeune femme et vous êtes sous Dépakine, c'est pas terrible ». Mais effectivement, on ne va pas arrêter le traitement pour que ce soit la catastrophe. Et on va se donner du temps en expliquant la situation, que normalement, ça serait bien qu'on essaye autre chose.
Mais voilà, effectivement, au bout de plusieurs années, on peut se dire, on va quand même tenter d'arrêter la dépakine pour voir si on ne peut pas remplacer. Mais je pense qu'effectivement, ça serait dangereux qu'à l'occasion de ce changement de personne, on s'embarque dans des changements de traitement qui peuvent mal finir, en fait. Non, s'il doit être fait, je pense qu'il doit être fait clairement bien avant. Enfin, s'il doit envisager, il doit être fait clairement bien avant la transfert, c'est-à-dire en début de période de transition éventuellement. Mais encore une fois, il faut aussi respecter, parfois aussi bien, par exemple, il n'y a pas que les histoires de grossesse, hein. Par exemple, il y a certains médicaments qui rendent inefficaces les contraceptifs, et en particulier les œstroprogestatifs, qui est quand même le moyen de contraception de 80% des femmes en France qui sont en âge d'avoir une contraception. J'ai une jeune fille qui veut surtout pas toucher à son traitement. Elle est tout à fait au courant qu'elle ne prendra pas d'œstroprogestatif, que ce sera inefficace. Peut-être que l'an prochain elle aura changé d'avis, ou dans 2 ans elle aura changé d'avis, mais elle veut pas, et il faut respecter. Elle est au courant des IST, elle est au courant qu'il faudra plutôt prendre des progestatifs ou d'autres choses. Je ne suis pas un spécialiste de la contraception, elle ira voir un gynécologue, il n'y a pas de difficulté. Je suis un peu saoulant parce qu'à chaque consultation, 1 fois par an, je lui remets sur le plat, mais en même temps c'est un petit peu mon rôle. Mais il faut jamais, enfin voilà, le patient est le patient, hein. Enfin, il doit décider pour lui, pour sa santé, on doit l'éclairer, l'aider. La famille joue un rôle aussi, en particulier chez les adolescents, mais il n'y a rien à imposer, quoi. Monsieur, je crois, avait une question. Allez-y. Merci. Nous savons que l'épilepsie, en conjonction avec des traitements entre guillemets violents, réduit la capacité intellectuelle. Et j'aimerais savoir, j'avais vu lors d'un colloque que vous avez diffusé il y a quelques années, que les autorités d'une école ou du gouvernement devraient donner plus de temps aux étudiants pour passer les examens, par exemple. Et j'aimerais savoir comment vous envisagez ça, si c'est concevable ou comment ça a évolué. Donc c'est normalement un processus qui est aujourd'hui validé, hein, c'est d'avoir des autorisations de temps supplémentaire, de tiers-temps. Donc j'ai l'impression que ça se fait dans la plupart des... Ça se fait assez bien, hein. En fait c'est via la médecine scolaire, ça se fait assez bien. Ce qui est plus difficile, jusqu'au lycée, jusqu'au bac, c'est assez simple. En post-bac, ça commence à peine à balbutier de se dire que c'est faisable et que c'est aussi acceptable qu'avant bac. Mais ça s'ouvre là en ce moment, là depuis 2 ans, mais c'est encore balbutiant, hein. Alors moi je veux bien témoigner sur le sujet. Donc effectivement jusqu'au lycée il n'y a aucun problème, c'est très facile à mettre en place, le passage du baccalauréat, etc. Quand on arrive dans le supérieur, en tous les cas à l'université, en théorie ça se fait très bien, c'est-à-dire que donc moi mon fils est rentré à l'université, on a pris rendez-vous avec le pôle handicap de l'université qui nous a très bien reçu, enfin qui l'a très bien reçu tout seul parce qu'il a 18 ans et que donc il doit être capable d'expliquer tout seul tout son traitement et ses difficultés. Donc il a reçu tout seul et qui a dit allez voir le médecin scolaire, universitaire, il est allé voir le médecin universitaire qui lui a fait donc une liste, le tiers-temps supplémentaire, autorisation d'utiliser l'ordinateur, etc. Donc tout ça qui doit être diffusé à tous les enseignants, c'est l'université. Donc il est arrivé à son premier cours, on lui a dit ah ben non on n'est pas au courant. Il est arrivé à son premier examen, on lui a dit ah ben non on n'est pas au courant. Allez dans la bibliothèque avec votre ordinateur, qu'est-ce que je fais de mon devoir? Je sais pas, on verra. Donc en fait dans la réalité c'est pas vraiment ce qui se passe. C'est-à-dire dans la théorie ça fonctionne, dans la réalité ça fonctionne pas. Ça a été une année très compliquée où il a fait beaucoup de crises, on a été obligé de le déscolariser parce qu'il enchaînait les crises. On a prévenu le pôle handicap que c'était compliqué, rien n'a été mis en place, on n'a jamais été rappelé pour savoir qu'est-ce qu'on peut mettre en place, peut-être une année, enfin l'année universitaire en 2 ans ou quelque chose. Il y a des choses qui peuvent être adaptées et en fait rien n'a été fait, il a été obligé de changer de formation. Donc ça, c'est peut-être un sujet d'ailleurs sur lequel on n'a pas vraiment parlé et qui est important. C'est-à-dire que vous dites, oui, il ne pourra pas faire pilote d'avion, oui, il ne pourra pas faire pompier, oui. Mais quelles sont les études qui vont vraiment pouvoir suivre? C'est-à-dire que nous, on l'a encouragé parce qu'il avait envie de faire des études de droit. Mais dans la réalité, les études de droit, c'est beaucoup de mémorisation, c'est beaucoup de lecture. Quand on a des traitements anti-épileptiques lourds, on lit beaucoup plus lentement, on mémorise plus lentement. Et en fait, ce n'était pas gérable. Bon, c'est pas grave, je veux dire, il a le temps, s'il perd une année, c'est pas très grave. Mais je pense que ça devrait être abordé plus tôt, c'est-à-dire pas uniquement les métiers qu'ils peuvent faire et pas faire parce que c'est dangereux, mais aussi les difficultés qu'ils vont rencontrer dans leurs études et peut-être anticiper ça. Et
là aussi, peut-être il y a des accompagnements à mettre en place, parce que vous avez dit, j'ai adressé des jeunes au centre d'orientation, ça leur a permis d'eux, sauf qu'en fait, ils ne connaissent pas l'épilepsie. Moi, j'ai conseillers d'orientation, vous voulez dire, c'est ça, hein? Le conseiller d'orientation standard, non. Nous, on utilise beaucoup le conseiller d'orientation de la maison des ados, du service d'adolescents de Robert Debré. Donc, en fait, il y a un petit... Voilà, nous, on n'était pas au courant de ça, en tous les cas. Ou au pôle handicap. Si je peux rajouter un petit mot juste là, à l'époque, ça peut devenir sociétalement un sujet complètement tabou pour le malade, en fait. Et ça, c'est un gros problème à aborder aussi. Enfin, on ne peut rien dire là-dessus, mais c'est malheureux. Le CIO spécial, enfin le conseiller spécial handicap, il n'existe pas dans tous les CIO. Il faut regarder sur Internet. À l'époque où Gaspard était là, il n'y avait pas de consultation à Robert Debré. Et je ne savais même pas qu'il existait, le monsieur. Et c'est vrai que là, j'ai récemment envoyé un jeune qui, je pense, aurait dû aller directement au CIO spécial handicap. Et il est allé voir le CIO traditionnel. Ça l'a saoulé parce qu'en fait on n'écoutait pas ce qu'il disait. Il veut plus y aller. Et pourtant, voilà, pourtant ça marche quand il y va. Et le monsieur dont je parle, qui est au CIO de Paris Est, il sait très bien. Et quand il a une question, en plus, il sait à qui l'adresser. Mais non, mais tout à fait. Et puis en fonction de là où on habite, on n'a pas accès. Oui, c'est ça. Tous les CIO n'ont pas ça. Non. Professeur Nguyen, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, on a monté en fait le service de neurophysio à une consultation épilepsie et travail. Je pense qu'il y a un certain nombre de services qui ont ça, avec un médecin du travail et un des médecins du service. Ce qui fait que moi, j'y envoie effectivement un certain nombre de grands quand il y a cette question des restrictions, quand je sens qu'ils veulent être couvreurs et que peut-être ça ne va pas aller. Ou de façon un peu systématique quand les parents... pour aussi, ça permet aussi aux parents d'avoir les informations sur les RQTH, sur un certain nombre de prises en charge sociale. Et à Paris, c'est Sainte-Anne qui fait les consultations épilepsie et travail. D'autres questions dans la salle? Est-ce qu'il y a des questions Facebook? Oui, c'est par rapport à la consommation de drogue, tabac et alcool. Avant, je faisais des crises, des absences, mais tout le temps. Et quand même, je buvais de l'alcool et je fumais. Mais je n'étais pas non plus alcoolique. Hein. Mais je veux dire, c'est pas à cause de ça que je faisais énormément de crises. Parce que je sortais et voilà, c'était pas à cause de ça que je faisais des crises. Parce que là, j'ai arrêté de fumer. Et du coup, ça va toujours bien. De fumer de tabac ou... Ah oui, non, les drogues, je peux pas vous dire, hein, heureusement d'ailleurs. Mais du coup, l'alcool, pour moi, j'en bois. Mais après, ça dépend peut-être des types de crises. Mais je veux dire... Ça dépend des personnes aussi. Et du mode de consommation d'alcool. Ouais. Ce que je veux dire par là, les jeunes ont un mode de consommation d'alcool par le binge drinking, par exemple. De quoi? Le binge drinking, prendre une bouteille d'alcool fort et en un quart d'heure l'avoir bu à 3. Ah oui, non. Voilà. Non, mais c'est un mode de consommation qui est probablement le mode le plus fréquent chez les moins de 25 ans. Ouais. Qui dans tous les cas est dangereux pour la santé. On n'a pas d'études spécifiques sur le binge drinking chez les patients avec épilepsie, mais je pense que voilà, ces modalités de consommation d'alcool sont dans tous les cas dangereuses. Oui, professeur Navarro, hop, le micro. Non, mais ce qui est aussi important, et ce que nous, ce qu'on font les IPA et nous-mêmes, c'est qu'on ne dit pas non, vous ne devez pas boire d'alcool, c'est qu'il faut rentrer dans le détail. Et donc il faut dire, en gros, nous c'est ce qu'on dit, hein, vous pouvez, moi j'aime bien dire, vous avez le droit de boire, je peux commencer ma phrase comme ça, vous avez le droit de boire une petite flûte de champagne par-ci par-là, une bière par-ci par-là, un verre de vin lors d'un repas. Mais il faudra éviter un excès, ne pas se saouler. Donc là, comme ça, on comprend que ce n'est pas un interdit strict et qu'on peut s'autoriser et qu'effectivement, là, en buvant un verre d'alcool 2-3 fois dans la semaine, il n'y a aucun risque d'aggraver les choses. Voilà. Et après, effectivement, on va adapter notre discours aussi à la personne, parce que je pense qu'on a aussi des ados où si on leur dit qu'ils ont le droit de boire une flûte, ils vont boire la bouteille. Mais voilà, après, je pense que ceux avec qui on comprend qu'on peut parler en toute sincérité, on peut vous dire, bah oui, de continuer à boire modérément et qu'il n'y aura pas de souci en fait. Donc il faut rentrer dans le détail. Marine Bornino. Et moi, à l'inverse des patients qui me disent non, moi je bois 0 goutte d'alcool, j'ai peur, je leur dis, c'est bien.
mais vous avez le droit de boire une petite flûte de champagne à Noël, voilà. Ça, c'est pas interdit. Et puis, ça permet aussi, quand on parle de l'alcool et des drogues, ça permet aussi de faire de la promotion de la santé et de la prévention en général. Oui, ça, je suis d'accord. Voilà, et du tabac, c'est pareil, en fait, en mode cancer du poumon, tout ça. Oui. En fait, bien sûr que là, on parle d'épilepsie, mais en fait, ça permet aussi de parler d'autres maladies et d'autres choses dans l'état de santé global de la personne. Justement, c'est très bien, parce que moi, en fait, exactement. la cigarette, ça a été un réconfort. Une question Facebook Live, c'est ça? Ou réseaux sociaux? Quel est l'impact de l'épilepsie et des médicaments sur le caractère et les humeurs? Oula. Je veux bien me jeter un peu, mais en pratique, les antiépileptiques jouent sur le cerveau. Et donc, il peut y avoir un impact sur tout ce que fait le cerveau, c'est-à-dire à la fois certaines manifestations comportementales, certains traits cognitifs. Ça ne change pas complètement la personnalité, mais ça peut un peu la modifier. Ce qu'il faut voir les choses, c'est... Je ne cherche pas à dire les antiépileptiques, c'est fantastique, ça ne l'est pas. L'épilepsie, c'est pas plus fantastique. Ce que je veux dire par là, c'est aucune personne va être obligée de prendre un antiépileptique sans avoir de raison de le prendre. Ce qui veut dire que l'utilisation d'un ou de plusieurs antiépileptiques, c'est toujours une situation de compromis. C'est pas une bonne situation, mais de laisser une épilepsie évoluer sans aucun traitement, ce sera pas non plus une bonne situation. Et donc on est finalement dans une situation de compromis. Ce qui est certain, c'est qu'à l'intérieur de ces compromis, il y a des lignes rouges, à condition qu'on ait encore des options, qu'on n'ait pas de mise en danger plus importante de laisser les crises que de baisser un peu la pression des antiépileptiques. Et le comportement ou la cognition, c'est quand même des choses essentielles pour un patient. Donc il faut essayer de trouver la balance bénéfice-risque, quel est le meilleur deal. Quand il y a d'autres options, prendre une autre option. Quand une option précédente était meilleure que la solution actuelle, qui de façon évidente modifie ou l'humeur, ça peut, il peut y avoir des éléments dépressiogènes, ou le comportement, plus d'impulsivité, voire même de l'agressivité. Par exemple, si on parle sur les phases comportementales, il faut savoir faire machine arrière. Pas n'importe comment et brutalement en disant c'est de la cochonnerie, j'arrête brutalement. Il faut se faire aider et guider de comment on modifie le traitement, parce que parfois quand on introduit un nouveau traitement, on en a baissé un autre. Donc d'arrêter brutalement celui qui est en train de se mettre en place, alors qu'on a baissé l'autre qui était présent au préalable, ça expose à des crises et des crises non contrôlées, voire même à une aggravation de l'épilepsie avec un passage aux urgences. Donc il faut toujours se faire conseiller dans l'équilibration du traitement. Mais oui, il faut avoir un dialogue ouvert sur « ça me correspond moins bien qu'avant » ou « c'est mieux » et pas simplement sur les aspects cognitifs. L'aspect de l'humeur et du comportement sont des éléments importants aussi. Professeur Navarro? Oui, et on a aussi maintenant une bonne expérience sur les différents médicaments et on peut prédire en fait. Donc on peut classer les médicaments comme clairement ceux qui vont aggraver les troubles de l'humeur et du caractère et du comportement. Donc ça, je pense que effectivement, quand vous êtes patient et que ça ne va pas, il faut effectivement nous le dire et qu'on a quand même pas mal d'autres options thérapeutiques. Et l'autre chose, c'est que également à la phase où on débute un médicament, nous, on va choisir effectivement le groupe des médicaments qui sont efficaces dans telle ou telle épilepsie, mais on va essayer aussi de voir un peu la personnalité. Et si clairement on a un jeune patient qui a déjà des troubles de l'humeur, on va s'interdire toute une liste de médicaments qui vont aggraver les choses. Donc je pense que maintenant, c'est pas tabou, on en a connaissance. Alors effectivement, ce qui peut être compliqué, c'est le médicament qui est spectaculaire sur les crises, on ne fait plus du tout de crise, et qui va modifier de façon majeure le comportement. Ça, je pense qu'on l'a tous fait, c'est-à-dire qu'on est capable de faire marche arrière, de dire tant pis, on arrête ce médicament parce que ça va rendre la vie invivable. Et nous, je pense que peut-être à un moment donné, on n'était pas à l'écoute de ça. On était, nous les médecins, à regarder que les crises. Maintenant, on essaie de prendre en charge les patients de façon plus globale. Et on est capable d'arrêter un médicament qui marchait très bien parce que ça a des conséquences trop néfastes sur le caractère et l'humeur. Est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle? Non. Tout a été posé. Bon. Je pose une dernière petite question qui a été posée par quelqu'un qui, je pense, regardait le Facebook Live sur l'utilité, la pertinence des montres qui permettraient de prédire les crises.
Qu'est-ce qu'on peut en dire? Bon, oui. Donc il faut être très méfiant, en fait. Donc ça, c'est le premier message. Les montres, donc il y a un essor des objets connectés qui vont essayer de mesurer plein de choses. Donc c'est passionnant, mais ça reste de la recherche. On est tous, et moi-même le premier, j'ai fait ma thèse de science sur la prédiction des crises, donc on est tous, et je pense que toute la communauté des patients qui continuent à avoir des crises rêveraient qu'on ait un moyen de pouvoir avoir un warning, etc. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui marche, il y a encore de la recherche à faire, et donc je pense que si vous êtes intéressé, vous pouvez participer à des protocoles de recherche pour tester des dispositifs, mais il ne faut pas acheter des choses en pensant que ça va être utile. Oui, Marion Richard. Moi, je veux bien témoigner. Alors, c'est pas sur la prédiction de crise. En revanche, c'est la détection de crise. Je ne sais pas quelle était la question exacte. La question, elle était sur la prédiction, mais alors c'est bien d'en parler aussi sur la détection. Alors, nous, on a utilisé pendant des années pour Gaspard un bracelet connecté qui détecte la crise une fois qu'elle est là, pas avant. Justement, à l'âge de cette transition, 15, 18, 19 ans, c'est quand même assez confortable pour les parents, pour se dire, bon, voilà, on le laisse sortir, on le laisse aller avec ses amis, mais on sait, s'il y a une crise, on sera prévenu et on saura où il est, parce que ça géolocalise. Et honnêtement, moi, j'ai ramassé Gaspard sur le trottoir, dans le métro, ça marche très très bien. Ça a détecté toutes les crises qu'il a faites et ça l'a géolocalisé au mètre près. Donc, il y a des fausses alertes, il y a effectivement, bon, enfin ça, ils savent comment l'arrêter. Enfin bon, on apprend l'utilisation du bracelet. Nous, on a trouvé que c'était très bien. Maintenant, il veut plus le porter parce qu'il trouve que c'est pas joli. Peut-être c'est stigmatisant, je ne sais pas. Ou il veut pas être fliqué. Voilà. Mais à une période, ça a été utile en tout cas. Mais je pense qu'il y a un âge où les parents, moi, je sais que sur les réseaux, j'échange beaucoup. S'inquiète de savoir est-ce qu'on peut le laisser sortir, il va dormir chez machin, est-ce que je le laisse aller dormir chez machin. Bon, ça peut être un moyen, un entre-deux, où voilà, nous on est rassurés parce qu'on sait que s'il se passe quelque chose, on sera tout de suite au courant. Et puis lui, du coup, ou elle peut voilà, aller voir ses amis. Très bien. Bon, après, ça a un coût, mais... Merci. Merci. Bon, je crois que... Ah, une dernière petite question. Alors... Oui, c'était juste pour compléter l'appareil de détection. Moi, j'ai découvert que ça existait après, mais que ça marche bien la nuit, parce que là, apparemment, l'utilisation, c'était de la journée. Donc, c'est peut-être normal que ça détecte beaucoup, enfin, des faux cas, en fait. Mais il paraît que la nuit, ça fonctionne très bien. Et moi, justement, ce que je trouve qu'ils devraient développer, c'est, puisque les crises... les SUDEP, ça intervient surtout la nuit, c'est-à-dire qu'ils devraient coupler cet appareil de détection avec une petite stimulation sonore, voilà, suffit pour les personnes qui vivent seules, quand personne ne peut venir dans les 3 minutes. Pourquoi pas essayer? Enfin, peut-être que ça marcherait pas, mais des voix enregistrées, des petites pressions sur, parce que c'est un bracelet qu'on met autour du bras. Enfin, c'est un, voilà. Je trouve qu'il devrait chercher que la recherche, ça devrait aussi aller dans ce sens-là. Pas uniquement des marqueurs physiologiques pour savoir qui est qui est déterminé ou prédéterminé à faire un SUDEP ou pas. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de recherches dans ce sens-là, mais il faut peut-être aussi penser à des choses plus pratico-pratiques. Voilà, c'est juste ce que je voulais. Des choses qui sont cherchées sur les devices. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de recherches en ce moment là-dessus. Ouais. Une question? C'est bon? Voilà, très bien. Ben, merci toutes ces questions. Pour finir, évidemment, je passe la parole à Dominique Felten, président de la FFRE. Merci de m'avoir donné la parole. Il me revient le plaisir de conclure une après-midi que moi j'ai trouvée particulièrement intéressante, très riche, des débats très instructifs, très informatif sur un sujet qui est très concret et qui concerne la vie quotidienne de beaucoup d'entre nous. Parmi les éléments que j'ai notés, c'est le rappel des traitements, les nouveautés dans les traitements médicamenteux, les traitements non médicamenteux, la chirurgie, le laser.
Le deuxième point qui m'a particulièrement marqué, je crois que c'est la première fois qu'on en parle à ce point-là, c'est l'importance de l'équipe. Alors oui, on avait nos infirmières en pratique avancée, une pharmacienne clinicienne, que ce soit Robert Debré ou que ce soit à la Salpêtrière. On a beaucoup parlé de l'équipe à l'intérieur de l'établissement, mais aussi des interactions entre les équipes des établissements. Pareil à Lille, avec les interactions entre l'équipe de neuropédiatrie et le service de neurophysiologie clinique. Donc vraiment quelque chose là de très intéressant, et je crois que ça va parfaitement dans le sens des recos HAS qui étaient très en faveur de ce travail en équipe. Sans surprise, l'élément clé, c'est la transition entre l'ado et l'adulte jeune, la transition et le transfert. On savait que c'était complexe, on en a eu la confirmation. Enfin, dans ces situations-là, je crois que tout le monde a bien compris qu'il y a une seule solution, hein, c'est se préparer, organiser cette transition à l'initiative de l'équipe soignante, à l'initiative de la famille, à l'initiative du patient lui-même. En tous les cas, il faut préparer cette transition et la surveiller pour être sûr que ça se passe bien. Pour que le débat soit intéressant, il fallait bien entendu des intervenants qui soient passionnants. Ils l'ont été, tous. Une mention un peu particulière pour Marion Richard, qui non seulement est intervenue comme parent de Gaspard, mais qui nous aide aussi beaucoup comme bénévole à la Fondation. Un grand merci Marion. Un merci à tous les intervenants et bien sûr un merci au public, au grand public, alors qu'il soit sur Facebook ou qu'il soit présent dans la salle. Pour avoir un débat et pour avoir des discussions intéressantes, il faut les deux parties, des intervenants et des questionnants. Et c'est ce qui enrichit le débat, parfois même avec de l'émotion, en tout cas des choses extrêmement vécues et des problématiques donc bien concrètes pour tous. Donc merci à vous. Votre présence était très, très riche pour le débat. Maintenant, des choses beaucoup plus pratiques. La Fondation va mettre en ligne le replay vidéo de cet après-midi, alors d'ici 8-10 jours. Je pense qu'on va le retraiter et le Facebook Live va être en ligne là juste après. Peut-être avant. Et puis pour finir sur une note un peu sucrée, il reste des tas de pâtisseries sur le buffet. Donc avant de partir, vous pouvez vous attarder un petit peu pour discuter en mangeant quelques pâtisseries. Un grand merci à tous et à notre animatrice, Cécile Coumeau. Merci à tous et à un prochain.